Marie-Ange Braillère, merci d'être parmi nous pour cette journée mondiale de l'art. Nous allons parler des liens entre éthique et art, éthique et en particulier le design, puisque vous êtes à la tête du design au Centre Pompidou. Pourriez-vous vous présenter et nous expliquer un petit peu en quoi consiste votre travail? Oui, bonjour Guilla, merci beaucoup de cette invitation. Donc, je suis conservatrice en charge des collections design au Centre Pompidou, au Musée national d'art moderne depuis une dizaine d'années. Et ma principale mission est d'abord d'enrichir la collection qui va du début du XXe siècle à nos jours, et ensuite de diffuser cette collection à travers des expositions, des événements. Mais on peut évidemment faire des expositions en dehors des collections design. Mais en tout cas, donc, c'est un sujet qui est au cœur de toutes nos activités. Et alors, ce qui est passionnant avec votre métier, c'est que vous avez le choix de pouvoir faire entrer ou non une œuvre, mais vous avez également la possibilité de pouvoir y toucher, je dirais, y donner une touche un peu personnelle selon que ça vient directement résonner avec votre vision de l'art. Alors, on va rentrer dans quelque chose d'un petit peu plus concret pour que notre public ait une idée de différentes arts, alors de différentes œuvres d'art. Est-ce que vous pourriez, par exemple, nous parler de celle-ci? Oui, tout à fait. Alors c'est vrai que quelques mots d'introduction. Donc c'est vrai que le design est souvent associé au design industriel, donc qui se développe à partir du début du XXe siècle, qui va traverser jusqu'à aujourd'hui, évidemment, donc notre société. Et donc le design est, je dirais aussi, un outil de compréhension de la société, de ses enjeux, de ses mutations. Et donc présenter et donc développer une collection design, c'est aussi être au cœur de ces enjeux. Et c'est vrai que depuis une dizaine d'années, on a pris donc avec le président et le directeur du musée l'orientation de mettre l'accent sur des problématiques environnementales. Comment, de quelle manière effectivement cette collection design peut répondre à l'urgence climatique, à ces enjeux de l'environnement. Et voilà, donc on s'est tourné vers l'entrée en collection d'objets de design qui peuvent a priori peut-être sembler inhabituels. Et donc, c'est le cas de cette première œuvre que vous voyez là, de Studio Clarenbeck et Dross. C'est une agence néerlandaise. Et on a fait entrer cette pièce il y a quelques années dans nos collections. Parce qu'un des enjeux, c'est effectivement est-ce qu'on peut produire aujourd'hui des objets de design qui soient une empreinte carbone zéro? Est-ce qu'il est possible de produire des objets qui soient entièrement compostables? Parce qu'on sait qu'on est submergé aujourd'hui par cette révolution du plastique dans les années 60 et qui n'est absolument plus tenable. Et donc les designers vont essayer de creuser une autre voie de ce qu'on va appeler un design régénératif, donc qui va prendre en compte toutes ces composantes et essayer donc de faire des propositions qui aujourd'hui sont peut-être à une petite échelle, mais qui pourraient être développées à une plus large échelle. Et donc la chaise que vous voyez s'appelle Mycelium Chair. Elle est constituée, en fait, elle est à partir de micro-organismes, le mycélium de champignon, qui est la structure radicaire du champignon. Et donc, cette chaise, en fait, est à partir d'un processus de croissance du mycélium, donc, qui a en quelque sorte grandi et qui a donné lieu à ces arborescences que vous voyez. Et ensuite, cette arborescence a été stoppée par les designers à travers un film bioplastique et donc également une impression 3D de différents composants qui intégraient ce mycélium de champignons qui a donné lieu à cet objet. Alors vous voyez sortir des petites efflorescences de champignons, c'était un moment où le champignon était encore en phase de développement, donc on a ainsi un objet de design qui est donc un objet entièrement composé de biomatériaux, entièrement compostables, donc avec une empreinte carbone zéro qui a été produit localement. Voilà, donc c'est la preuve qu'on peut en fait complètement transformer notre environnement. C'est absolument fantastique. Et alors, cet objet, c'est un objet vivant, du coup, que vous invitez. Alors, il n'est plus vivant, sinon il n'aurait pas pu entrer dans les collections, il aurait toujours produit des spores. Et donc, on a arrêté en quelque sorte la croissance de ce vivant. Et on l'a stoppé pour en faire un objet.
qui vous est présenté et qui fait partie de nos collections, qu'on a pu montrer dans diverses expositions, parce que c'est vrai que là où on s'engage aussi à travers cette collection, c'est en la présentant. On avait organisé en 2019 au Centre Pompidou la Fabrique du Vivant, qui présentait justement des objets de ce type et qui montrait de quelle manière on pouvait recréer ce vivant, ou au contraire travailler à partir du vivant, de biomatériaux, donc pour renouveler les objets de design. Et donc, vous les expliquez qu'avec le film plastique, on arrête en fait la croissance de ce vivant sans pour autant avoir une action qui puisse être une action de destruction. Tout à fait, exactement. Et donc le mycélium de champignon est ainsi un micro-organisme qui constitue cet objet. Parallèlement, on a aussi en France, par exemple, Samuel Tomatis, qui fait des recherches similaires à partir de microalgues et à partir desquelles il va réaliser différents ustensiles, objets ou même chaises. Et donc là, voilà, c'est tout un champ de recherche qu'on appelle le biodesign à partir de micro-organismes. J'aimerais pouvoir aller vers cette deuxième illustration que vous nous avez communiquée pour parler cette fois-ci de quelque chose qui touche aussi au vivant, mais en tout cas à un vivant qui serait plus du côté électrique. Alors oui, électrique sans lettres. Et c'est ça où est la révolution. Comme vous le voyez, il n'y a pas de fil électrique, il n'y a pas de connexion. Donc la seule connexion est avec le monde du vivant. Donc Teresa Van Dongen est également une jeune designer. Donc cette pièce s'appelle Electric Life et on peut se dire qu'il y a de l'électricité. Et ce qui est extraordinaire, vous voyez donc des cylindres qui sont des batteries dans lesquelles il y a en fait différentes bactéries que cette designer a été récupérée par exemple au fond de fonds boueux de lacs où on peut la trouver. Et ce sont des bactéries pardon, qui vont générer une lumière. Et donc, la designer Teresa Van Dongen a donné une forme un petit peu anthropomorphique. On a des lampes qui ressemblent à des yeux d'insectes. Et en fait, la production de lumière est complètement interne en fait à cet objet. Donc, il y a une production qui s'appuie seulement sur la présence de ce vivant. Et donc, ces bactéries vont ainsi donc émettre une forme un petit peu de luminescence qui va diffuser cette lumière. Et il faut aussi les nourrir. Donc, il faut leur amener des nutriments si on veut effectivement les avoir sur une certaine durée. Et ce qui change aussi complètement la relation que l'on peut avoir aux objets. Donc, c'est-à-dire que son usager, l'utilisateur, va devoir la nourrir, va devoir nourrir cet objet et instaurer de cette manière-là une relation empathique. Donc ça change complètement, si vous voulez, le rapport que l'on a aux objets, qui pour nous sont juste fonctionnels, sont juste vraiment des objets. Et donc là, on touche à une autre dimension du design qui nous amène aussi à une autre connexion avec le vivant. Et donc là, on a, on va dire, quelque chose qui touche beaucoup plus à un rapport du vivant, mais au travers d'une sorte de miroir électrique qui n'en est plus. C'est-à-dire ce qui nous Voilà, reste, qui n'en est plus. qui n'en est plus, ce qui nous reste d'une certaine manière d'une génération qui est plutôt vouée à disparaître, en tout cas en termes de non-respect de l'environnement. Oui, on pourrait se dire qu'avec uniquement les nutriments, les bactéries, ce qui est finalement à portée de main, on pourrait aussi avoir une approche régénérative et on pourrait produire aussi de la lumière sans avoir de nécessité à se connecter, voilà, parce qu'on pourrait produire de manière endogène, complètement inhérente ici à ces bactéries, de la lumière. Et donc là, c'est un autre champ de recherche qui est intéressant. Et également, ce qui nous a intéressé, c'est de modifier la relation que l'on a aux objets. Les objets, on pense qu'on peut les utiliser et les jeter. Voilà, et tout ça est dans un grand gaspillage de la société dans laquelle on vit. Là, c'est tout l'inverse en fait. C'est un objet que l'on va nourrir et qui va prendre soin de nous. Il y a presque une inversion du rapport que l'on a à l'objet. Alors, inversion du rapport à l'objet. Et ce qui est intéressant, c'est de quand même voir la touche très artistique, très design que vous recherchez à chaque fois. Donc, il y a plusieurs, je dirais, couches de recherche dans votre envie de faire découvrir de nouveaux champs d'exploration au public du Centre Pompidou. Il y a à la fois la beauté esthétique, une vraie recherche de design de l'objet, et puis il y a toutes les conséquences de la création de cet objet et de l'utilisation de l'objet, n'est-ce pas?
Oui, exactement. C'est vrai qu'il y a une innovation formelle et une innovation aussi, voilà, d'ordre technique, technologique. Enfin voilà, donc on a la forme qui rejoint le fond dans ces œuvres que l'on fait entrer. Donc, d'une manière générale, donc ça s'inscrit donc dans cette recherche qui est comment repenser ce règne des vivants et comment aujourd'hui l'intégrer à une autre approche en termes de collection design. Et donc, l'autre pièce que j'ai choisi de présenter aujourd'hui au public est cet objet de Philippe Rame, Spectral Light, qui vient aussi d'entrer dans les collections. On a aussi tout un fonds de soutien avec Chanel à cette orientation des collections. Et cette lumière spectrale, littéralement, alors c'est un objet qui est édité. Donc, on n'est plus dans l'expérimentation comme c'était le cas avec les objets que l'on a vus précédemment. C'est une édition d'un éditeur italien, Artemide. Et Philippe Rame est en fait un architecte qui, depuis plus d'une vingtaine d'années, pense l'architecture de manière climatique, pense l'architecture de manière physiologique, de manière complètement environnementale. En fait, il va la voir à travers tous les composants qui sont invisibles, chimiques, physiques, toutes les particules qui nous traversent et que nous ne voyons pas. Et donc, ça va être la matière même de ses recherches. Et donc, Philippe Rame, à travers sa démarche d'architecte, a conçu cette lampe. Alors, quel est son intérêt, vous me direz? En fait, elle couvre toute une variété de longueurs d'onde. Alors, de longueurs d'onde qui s'adressent aux humains, mais qui s'adressent aussi aux autres espèces. C'est-à-dire, il y aura une longueur d'onde pour le chien qui vit dans l'appartement. Il y aura une longueur d'onde pour le chat qui vit aussi dans la maison, pour différentes espèces animales qui vivent et qui cohabitent avec nous. Donc, à travers cet objet, Philippe Rame, en fait, en appelle à une compréhension plus large que les objets de design doivent prendre en compte la coexistence entre les espèces, que nous ne sommes pas seuls, qu'on cohabite avec des plantes et il y a une longueur d'onde qui s'adresse également à eux, donc à elles, pardon. Donc voilà, il y a cette coexistence entre les espèces animales, végétales et humaines, ce qui relativise également évidemment notre position. Donc on le voit ici, donc l'homme n'est plus au centre, il y a une sorte de décentrement de l'humain par rapport à ses créations pour mettre justement en avant les autres espèces avec lesquelles on vit. Et en fait, c'est ce décentrement qui crée la beauté aussi, hein, la beauté de l'appartenance à l'espèce humaine et puis à l'espèce vivante, tout court. Oui, tout à fait. Et puis on voit que cet objet est à nouveau quelque chose de très beau visuellement, avec différentes couleurs, qui a les codes aussi de lampes, de design industriel, et qu'il va les subvertir en s'adressant à tous les habitants de la maison d'une manière large. Et donc on voit de quelle manière le design peut recréer un monde commun. Donc alors que le design industriel finalement l'avait un peu fractionné en des tas d'objets qui avaient plein de fonctionnalités, d'utilités différentes, là on va repenser une nouvelle forme de communauté finalement. Alors c'est assez bouleversant de voir combien est-ce que cette espèce d'être fractionné que pouvait être l'homme pris dans une certaine utilité, par exemple la chaise, le bureau, ou le côté cuisine, ou le côté... Comment est-ce que finalement le nouveau design essaye de rassembler cet être humain voilà, en lui disant tu n'es que partie d'un tout, hein, tu n'as pas à avoir d'objet qui doit être dédié en particulier à un travail. Est-ce qu'on retrouve quand même des objets très utilitaires dans tout ce qui va être new design? Oui, 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 tout à fait. Ben, on vient de le voir, c'est une lampe. Elle peut effectivement, spectrale lampe de Philippe Rame, être utilisée aussi comme une lampe classique. Donc voilà, il n'y a aucun problème. Et la première chaise que je vous ai présentée en mycélope de champignon peut être aussi utilisée comme chaise. On peut réellement s'y asseoir, hein. Donc c'est vrai qu'il y a de l'expérimentation, qu'il y a toute une pensée anthropologique, toute une recherche d'ordre anthropologique, sociologique, parfois un peu écosophique qui se retrouvent dans ces différentes productions. Mais d'une manière générale, l'idée, oui, est d'arriver à produire des objets que l'on puisse aussi, dont on puisse aussi s'emparer. Mais
Mais il y a une autre composante qui est importante, c'est que ces objets peuvent aussi véhiculer une dimension spirituelle. Donc, il y a aujourd'hui dans cette recherche d'un design vernaculaire ou qui va travailler avec donc des matériaux issus du monde du vivant, la quête, je dirais, d'une autre dimension, oui, d'ordre spirituel. Donc, on a mis avec le design industriel tout au long du XXe siècle en avant la fonctionnalité, la rationalité. Et donc, aujourd'hui, on mettra en avant une expérience d'ordre émotionnel que l'on peut avoir aussi avec ces objets. Quelque chose qui va toucher à une expérience plus sensible, on va peut-être parler d'expérience holistique, donc globale, où on va avoir toutes les composantes. Et donc, voilà, donc ça, c'est aussi un des enjeux très importants des recherches aujourd'hui dans le design. Alors, dernier objet que vous voudriez nous présenter aujourd'hui, Marie-Ange Braillère, c'est justement une autre possibilité d'assise. Voilà, exactement. Puis là, on touche à cette dimension d'expérience émotionnelle, donc de retour, je dirais, à un pouvoir d'évocation des objets, qui est cette pièce d'Andrea Branzi. Alors, Andrea Branzi, c'est une autre génération. Je vous ai présenté des œuvres de créateurs contemporains jusqu'à présent. Mais Andrea Branzi, donc, est né dans les années 20-30. Il est malheureusement décédé il y a quelques mois. C'est un des grands théoriciens, designers, du XXe siècle, et il a complètement renouvelé l'approche du design. Et je dirais que c'est sa pensée qui énerve aussi beaucoup de ces créations, de ces innovations que l'on a pu voir. Donc Germinal Site, donc c'est un siège, un objet de design dont le dossier est constitué de bambou. Et il y a déjà ce dialogue entre des éléments naturels et des éléments industriels à travers le siège fabriqué en matériaux industriels. Et ces bambous ont été peints par Andrea Branzi, et ces bambous renvoient en fait à différentes cultures, à la fois par l'épaisseur du trait, par la couleur. Donc il y a une manière justement de repenser, de réinscrire cet objet dans ce monde global du vivant que l'on évoquait, et de parler d'une co-appartenance également. Alors, une co-appartenance au jour d'aujourd'hui, mais aussi de se remémorer une sorte de mémoire du geste à travers ces bambous peints. Et donc, Branzi va justement faire appel à cette pensée animiste qui va nous connecter à la présence vivante des objets. Pensée animiste qui nous permet justement de voir une sorte d'objet totem presque dans ce Exactement. que vous C'est un proposez. objet totem. Et d'ailleurs, Branzi n'était pas loin de penser qu'il y avait des objets qui pouvaient porter bonheur, qui pouvaient peut-être porter un peu malheur. Donc, voilà, il fallait négocier notre présence avec celle des objets. Et le fait de vivre aussi avec des objets de ce type peut nous reconnecter justement à ce règne des vivants qu'évoquait André Branzi, notamment dans ses dernières poésies qu'il a pu écrire. Donc voilà, il y a ce temps immémorial à travers cet objet archétypal qui est la chaise, qui est convoqué par Branzi et qui doit donc nous reconnecter à cette dimension spirituelle aussi. Alors, ces objets totems, ces objets magiques, je reviens à la question que je vous avais posée précédemment. Est-ce qu'on ose les utiliser? Parce que c'est vrai qu'on nous montrait des lampes, vous nous montrez des chaises, mais est-ce qu'on ose tout d'un coup allumer la lumière et les mettre sur notre table de nuit ou alors nous Oui, asseoir dessus pour travailler? Quelle est la réaction du public face à ces objets de design? oui, alors vous pouvez les utiliser, mais en fait, pour nous, on les intègre dans une collection publique de design parce que ce sont aussi un terrain de recherche et d'expérimentation qui témoignent voilà, d'une orientation de la recherche à un moment donné et qui sont des objets manifestes en quelque sorte. Donc, une fois que ça entre dans une collection, on ne peut plus les utiliser. Donc, vous me direz que le problème est réglé de ce point de vue-là. Mais néanmoins, l'idée de la plupart de ces designers est quand même d'arriver à un champ d'application qui dépasse, on va dire, le champ voilà, d'une production très très limitée pour justement rendre accessible ces recherches à un plus grand nombre. Et aujourd'hui, en fait, le message à passer, c'est qu'il faut concevoir et produire différemment les objets, qu'il faut chercher des voies alternatives à ce design industriel qui nous a un peu submergés jusqu'à aujourd'hui et qu'en fait, elles existent. C'est votre message pour cette journée mondiale de l'art. Vous vous adressez à tous les créateurs d'objets aujourd'hui?
Oui, et puis je voulais dire que ce qui était aussi important, c'est de prendre soin de soi, prendre soin de nous. On a vu que ces objets prenaient soin de nous aussi. Et voilà, d'une manière générale, donc voilà, il faut qu'on prenne soin des autres et de tous les autres, parce qu'on fait partie en fait d'une même terre dont il faut aussi prendre soin. Voilà, cette prise de conscience est essentielle et c'est un engagement qu'on essaie de porter à travers nos collections. Merci, merci beaucoup Marie-Ange Braillard d'avoir été Merci, merci parmi nous. beaucoup. Et on vous souhaite bonne chance avec ce design du futur et la beauté qui s'en dégage. Merci, merci beaucoup, Guy. Au revoir.